Certains me connaissent peut-être pour mon passé chez Sierra Wireless, chez qui en fait j'ai contribué à initier une initiative open source, justement dans la Fondation Eclipse, dont on va parler ce soir. En deux mots, la Fondation Eclipse, c'est un peu comme la Fondation Linux, où bonsoir, je vous vois. La Fondation Eclipse, c'est un peu comme le Linux Apache, c'est une communauté de projets open source dans lesquels des individus, des particuliers ainsi que des sociétés collaborent pour travailler sur des briques logicielles qui peuvent aller un peu dans tous les domaines. À vrai dire, historiquement, c'est l'IDE Eclipse pour faire du Java, bien sûr, mais c'est bien plus, c'est un outillage. Historiquement, il y a une forte connotation IDE, il y a tout ce qui est IDE pour faire du C, du PHP, du Ruby, et puis un tas d'autres briques plus je qualifierais peut-être plus de framework qui servent à faire de la modélisation, ou plus récemment qui servent à faire de l'Internet des objets. En l'occurrence, je pense que Pascal va sûrement présenter certaines des briques dont on va parler ce soir. L'idée, c'est de vous montrer ce qu'il existe et ce qu'on peut faire avec les technos qui sont chez Eclipse. Une introduction très rapide. Moi, les chiffres que je cite, c'est ceux-là. Il y en a plusieurs. À chaque fois, ça parle de billions, de trillions d'équipements connectés à Internet, de things, ce dont on se rend compte. Et c'est malheureusement quand même encore vrai, même si ça commence à converger, on commence à avoir des plateformes un peu communes. Je pense que Alexis vient de parler des plateformes, enfin ce que peut faire Google autour d'Android et autour des wearables, ça aide, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de fragmentation. Voilà, dès qu'il s'agit de faire des solutions IoT, il y a des protocoles différents, il y a des technos différentes à maîtriser, certaines technos embarquées qui vont être basées sur des OS propriétaires, d'autres sur du Linux. En tout cas, le jour où on va vouloir connecter son frigo qui utilise le framework embarqué X à un thermostat qui utilise un framework embarqué Y, il y a un mismatch, il y a souvent des mismatchs en termes de protocoles, de techno-réseaux utilisés, etc. Ce qui amène évidemment une grande complexité pour développer ces solutions IoT. C'est peut-être un des rares domaines d'IoT où il faut être bon la chaîne complète, ça part de l'embarqué jusqu'au web et au mobile, donc il y a tout un tas de frameworks tout au long de cette chaîne qu'il va falloir maîtriser. Il faut être bon en embarqué, en réseau, puisque dès qu'il s'agit de faire de l'IoT, il faut optimiser la bande passante parce que la 2G, la 3G c'est bien beau, même la 4G qui arrive c'est bien beau, mais la bande passante ça continue à coûter, même les réseaux ne sont pas toujours super fiables. Donc voilà, beaucoup de complexité et beaucoup malheureusement encore de vendor lock-in. Voilà, l'exemple que je prenais plutôt, faire parler mon frigo à mon thermostat qui sont vendus par deux prestataires différents. Il est fort probable que je n'ai pas forcément accès au protocole, pas forcément accès aux données qui sont stockées dans des back-ends avec des API particulièrement ouvertes. Donc c'est ça qu'on essaye d'adresser dans le projet Eclipse IoT. On a démarré l'initiative mi-2011, si ma mémoire est bonne, et le focus, alors c'est à la fois un focus, mais c'est relativement ouvert finalement, c'est d'essayer d'adresser et de proposer des briques ouvertes en termes de protocole, c'est-à-dire connecter les objets entre eux, proposer des implémentations ouvertes de protocoles IoT, proposer le tooling, Eclipse a un historique de tooling évidemment, l'IDE historiquement, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'outillage, de simulation, de debug de solutions IoT, et ensuite tout ce qui est framework et services, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme brique au-dessus, notamment des protocoles pour faciliter la vie des développeurs et venir avoir finalement quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir avec le Web 2.0, à savoir d'avoir des stacks type Ruby on Rails ou plus récemment des stacks JavaScript ou Node qui permettent d'avoir tout un framework pour développer des solutions. Si on devait retracer l'historique en termes de projet, on est parti de 0 projet il y a donc environ 3 ans, à désormais 13 end counting,
on a toujours des nouveaux projets dans le pipe. Là, typiquement, il y en a un qui n'est pas listé, qui s'appelle Manquette. Donc voilà, des projets que j'appelle moi les building blocks pour l'IoT, puisqu'on va voir dans quelques slides en fait qu'est-ce que c'est le type de solution qu'on peut créer avec ces briques-là. Voilà, moi je voudrais vous montrer un petit peu comment on peut mettre en pratique ces projets-là. On ne va pas les énumérer tous par le menu. Ces 13 projets-là, historiquement, on a commencé par les 3 piliers fondamentaux, on va dire, qui amènent en fait qui correspondaient à ce qu'on cherchait à faire au départ, à savoir avoir des protocoles open source. Donc là, je suis quasiment certain que Pascal vous en a parlé, même si je n'ai pas pu voir la présentation. Un des protocoles qui était là historiquement, c'est MQTT, un protocole qui sert à faire finalement du publish subscribe, c'est-à-dire qu'on a un broker central sur lequel on va pouvoir publier des messages, donc des messages qui sont des tout petits paquets TCP. On a un très faible overhead par rapport à TCP, donc on publie sur un broker, et un ou plusieurs clients peuvent s'abonner pour dire bon, moi, les messages qui ont ce format-là, je veux les recevoir, je veux être notifié quand ils sont là, donc on va pouvoir avoir du push. Et donc dans PAO, on a des implémentations open source du protocole MQTT. Ensuite, historiquement aussi, dans les 3 premiers projets, vous avez Mini et Koneki, qui eux proposaient tout un ensemble tout un framework autour du langage de programmation Lua pour venir sur des cibles embarquées relativement contraintes, développer des applis IoT, en ayant accès à tout un tas de primitives pour faire abstraction de la communication avec le serveur, faire abstraction du hardware sous-jacent, des GPIO, etc. Donc ça, c'est historiquement le projet qu'on avait. Et donc maintenant, on a 13, et sans forcément, comme je disais, les énumérer par le menu. On a quand même, voilà, il faut savoir qu'il y avait des projets autour de vraiment de l'industriel. Le SCADA, c'est vraiment de quoi développer et construire sur son environnement Eclipse. On va pouvoir dessiner des synoptiques pour monitorer des équipements dans des usines, par exemple, des tanks pour lesquels on peut monitorer le niveau et visualiser ça graphiquement sur un synoptique. Cura, c'est assez intéressant. Notamment, je sais que dans la région de France dans laquelle d'où vous venez, je sais qu'au SGL, il y a pas mal de grands groupes. Donc Cura, c'est typiquement l'équivalent de Mini, mais en Java. Donc c'est un ensemble de briques au-dessus de la JVM et au-dessus de OSGI pour avoir des bundles qui permettent de faciliter, une fois de plus, l'accès au hardware sous-jacent et d'avoir des facilités pour communiquer avec un serveur, avoir des bundles qui permettent de faire vérifier de manière transparente, ce genre de choses. Mosquito, c'est le pendant serveur de Palo, c'est-à-dire c'est le broker, c'est l'implémentation de broker. Il est en C, il est très scalable. Voilà, on a des implémentations du standard aussi, OM2M, c'est une implémentation du standard RETSI M2M. Voilà, aussi dans cette région de France, vous devez être plus ou moins au courant, il est aussi d'ailleurs que Pascal en a parlé. Donc voilà, implémentation de référence, là aussi c'est en Java et OSGI. SmartHome également, vous avez peut-être déjà entendu parler de OpenHub, Open Home Automation Bus, maintenant c'est devenu un projet Eclipse, donc SmartHome c'est typiquement voilà, toute l'infrastructure pour construire des solutions de home automation avec des moteurs de règles, tout un mécanisme pour venir décrire des IHM web ou mobile de manière très simple. SmartHome c'est assez intéressant. Quoi d'autre? En termes de protocole, on a de nouvelles choses qui arrivent dans le pipe, donc Wakahama, une implémentation de Lightweight End-to-End, ça c'est vraiment, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment du device management pur et dur d'équipements IoT. Un autre protocole aussi qui commence à apparaître, qui s'appelle OAP. Et donc OAP, c'est là où MQTT vient s'asseoir et se poser au-dessus de TCP. OAP, c'est au-dessus du UDP, et ça permet de répliquer finalement les mécanismes qui ont fait le succès de HTTP REST, mais au-dessus du UDP, c'est-à-dire on ne va pas avoir tout l'overhead des headers HTTP et de toute la probabilité HTTP. Donc là aussi, OAP, on a une implémentation de référence en Java qui est chez Eclipse, dans le projet californien. Je vous invite à regarder. Globalement, tous les projets que j'ai cités, vous tapez dans votre navigateur favori eclipse.org/le nom du projet et vous aurez
la page web du projet, les liens pour télécharger les sources, et où les binaires dans le cas de projets pour lesquels ça fait du sens de récupérer des binaires très à la fois. Voilà, d'autres projets autour de SGI, Concierge, c'est une implémentation Lightweight de SGI qui prend beaucoup moins de place en mémoire et en termes de CPU que Equinox ou Felix, qui sont les implémentations les plus connues sinon. Voilà, et d'autres chiffres sur l'aspect purement historique. On est passé de 0 à plus de 1 million de lignes de code aussi en 3 ans, donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a fédéré une communauté comme ça de projets qui sont vraiment actifs finalement, parce qu'il y a vraiment du code et il y a vraiment des sociétés derrière aussi. Voilà, parmi les sociétés membres, on a des grands acteurs du monde de l'IoT et du M2M, IBM, Sierra, Eurotech dans le steering committee, puis Axeda, Cisco, Télémétrie. Je suis sûr que vous en avez tous plus ou moins entendu parler de près et de loin. Donc c'est des sociétés qui contribuent activement à l'initiative. Donc j'ai parlé de building block pour l'IoT. Voilà, je voudrais prendre les 8-10 minutes qui me restent pour vous montrer rapidement quels sont le genre d'architecture finalement qu'on peut construire en utilisant ces blocs-là. Et c'est en fait, il faut savoir que c'est des architectures que typiquement construisent les sociétés qui sont impliquées sur le working group IoT. Les projets qui ont contribué, c'est des projets qu'eux ils utilisent en production. Par exemple, dès qu'il s'agit de construire vraiment la plomberie et l'infrastructure de com dans un réseau IoT, on peut combiner des clients PAO. Donc PAO, une fois de plus, c'est l'emblème MQTT. Donc voilà, ma montre connectée. Bonjour Alexis, merci encore pour la montre connectée Google. Il me dit que la France a marqué un but. Voilà. Voilà, si on veut construire l'infrastructure vraiment MQTT, faire communiquer les sensors entre eux, côté embarqué, côté client, on va utiliser PAO. PAO, c'est le projet dans lequel il y a les librairies MQTT clientes en Java, JavaScript, C, C++, Lua, Go, Python, et je suis quasiment sûr que j'en oublie. Donc voilà, c'est des implémentations côté client qu'on va pouvoir faire tourner sur un Arduino, sur un Raspberry Pi, sur un BeagleBoard, sur un routeur wireless quelconque. On va pouvoir embarquer sa petite stack client MQTT pour venir dire moi, à intervalles réguliers, je veux venir publier des messages MQTT relatifs à une humidité et je veux publier ça sur un broker. Le broker en question va pouvoir le déployer. On va pouvoir déployer Mosquito côté serveur. Donc Mosquito, vous prenez votre distribution Ubuntu favorite, par exemple, vous faites apt-get install de Mosquito et vous allez pouvoir faire tourner un broker sur un serveur. Voilà, c'est en quelques lignes ultra simplifiées, c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez utiliser votre client PAO côté client et côté serveur. Vous déployez votre propre Mosquito, ou bien vous utilisez à des fins de test, et c'est là que c'est intéressant aussi, la communauté IoT Eclipse, elle maintient des sandbox, notamment des sandbox MQTT, donc vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir un serveur à disposition ou un serveur MQTT, vous pouvez utiliser celui qui tombe déjà sur iot.eclipse.org/sandbox.html, parce que voilà, c'est pas forcément toujours évident de déployer un serveur, notamment si vous êtes dans un réseau d'entreprise, vous allez déployer un serveur Mosquito sur votre machine, la machine elle ne sera peut-être pas visible du net et des équipements 2G ou 3G qui font tourner des stacks PAO clientes, donc ça peut être intéressant d'utiliser la sandbox. Autre chose qu'on peut avoir envie de faire, c'est d'utiliser un projet que tout à l'heure je n'ai pas forcément détaillé dans ma liste, qui s'appelle Ponte. Ponte, c'est implémenté en Node.js, donc en JavaScript. C'est une techno-serveur qui va pouvoir se comporter comme qui va avoir plusieurs interfaces finalement. La finalité, c'est de bridger des réseaux IoT type MQTT ou quoi vers HTTP pour en fait permettre rapidement et directement de construire des API web
en front-end finalement de réseaux qui normalement n'auraient pas permis de le faire. Une appli HTML, JavaScript, CSS, elle ne va pas pouvoir parler Coap directement. Par contre, Prompté peut être configuré pour bridger des réseaux MQTT ou Coap vers HTTP, puisqu'en fait, MQTT, c'est relativement facile de bridger dans le sens où la notion de topic qui vient avec le protocole MQTT, qui permet de structurer ces messages de manière hiérarchique, ça correspond assez bien au modèle HTTP REST. De même que Coap, comme j'ai dit tout à l'heure, le Coap, c'est vraiment le modèle HTTP calqué sur UDP, donc là aussi le mapping est trivial. Donc comment on utilise le Prompté? C'est assez simple, tout comme, à peu près comme toutes les technos Node, elles sont disponibles dans un repo central qui fait que en fait, vous pouvez installer en local Prompté et ensuite le lancer. Vous avez un serveur Prompté qui va tourner en local et qui va de base translater, traduire, router des messages MQTT ou Coap vers HTTP et vice versa. Ça, c'est assez intéressant comme techno. Cura, rapidement. Cura, c'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un ensemble de bundles au-dessus de la JVM et de l'OCI pour avoir toute une facilité pour construire des gateways IoT, c'est-à-dire que non seulement on va avoir des bundles, des services de base qui vont amener les capacités de routage, les capacités de firewall propres, dont on peut avoir besoin quand on construit des gateways IoT. Mais en plus, on va pouvoir avoir accès à des bundles qui permettent de faire de la connectivité M2M, c'est-à-dire d'avoir des bundles qui permettent de faire du MQTT de manière très high level. Des implémentations de protocoles natifs locaux, on va dire, type Modbus, CANbus, qui là aussi vont pouvoir être mis à profit dans les applications clients qu'on va développer, puisque la finalité c'est de dire ok, je veux mettre à disposition une gateway sur le edge, sur le bord de mon network IoT, à la frontière entre mes sensors et le cloud. Je veux une gateway qui de base va rendre des fonctionnalités de routage, de firewalling, etc., mais qui va aussi j'ai du mal à parler en français, décidément, qui va agir comme un conteneur d'application et donc exposer tout un tas d'API pour pouvoir dire bon, moi je veux faire une application qui récupère des données sur le port Modbus et transforme ça en des paquets MQTT que je poste sur mon cloud. Et Cura est assez intéressant dans le sens où on a aussi une IHM web qui va permettre en fait de venir configurer, un peu comme vous configurez votre Freebox finalement, vous configurez votre gateway Cura pour venir régler des paramètres niveau de routage, de comment utiliser le modem 3G pour venir se connecter à Internet, etc. Et aussi potentiellement, vous avez depuis l'IHM Web accès à des paramètres exposés par les applications. Tous les combien est-ce que je veux lire mes données sur le port CANbus ou sur le port Modbus? Ça peut très bien être un setting que l'application expose et qui automatiquement va devenir disponible dans l'IHM d'administration Cura. C'est quand même assez puissant. Comment utiliser Cura? Vous avez le source code disponible sur GitHub, les instructions complètes pour le compiler, notamment pour le Raspberry Pi. En sortie du mécanisme de build, vous avez un paquet des biens que vous pouvez directement installer sur le Raspberry Pi et vous le lancez, vous avez toute l'IHM Cura qui monte et toute l'infrastructure de montage, etc. qui va être là. On va passer assez rapidement sur les aspects de device management. En deux mots, qu'est-ce que c'est le device management? C'est avoir les primitives nécessaires pour que depuis un réseau, on puisse administrer une flotte d'équipements. C'est-à-dire, une fois qu'on a déployé dans la nature des dizaines de milliers allez au hasard de Raspberry Pi qui nous servent à monitorer des équipements dans une usine, le Raspberry Pi, il est probable qu'on ait besoin à distance de le redémarrer, de redéployer des nouvelles stacks logicielles, etc. Et je trouve que pour ça, il y a un standard qui s'appelle Lightweight M2M. Historiquement, c'était plutôt OMADM qui était utilisé. Et donc, chez Eclipse, il y a le projet Wakahama qui amène des implémentations la stack cliente pour venir rendre
manageables à distance des devices en utilisant ce standard-là. Et côté serveur, il y a un projet open source qui s'appelle Leshan, que je vous invite à consulter si vous êtes intéressé et si vous avez besoin de construire des stacks de device management. Voilà, donc Wakarama, en gros, quand on récupère le source code, il s'agit de venir le porter sur sa cible à soi. Si on veut faire tourner Wakarama sur un Arduino, par exemple, il va falloir expliquer, venir mettre le binding derrière toutes les primitives M2M, qu'est-ce que ça veut dire que de remonter mon Arduino, qu'est-ce que ça veut dire que de le mettre à jour, etc. Voilà. Ensuite, SmartHome, dans le dernier des projets que je voulais passer en revue. SmartHome, c'est là aussi implémenté en Java et SGI, ça amène toute l'infrastructure pour venir déclarer donc il y a tout un mécanisme de plugin qui amène le support de tout un tas de protocoles type voilà, Smart View, Bluetooth, etc. Et via des règles, on va pouvoir venir déclarer des bindings entre des sources de données. Par exemple, je sais que sur mon port Bluetooth, je peux récupérer une température, mais je vais pouvoir venir binder cette température-là sur un élément graphique dans mon IHM web ou Android, ou bien je vais pouvoir venir binder la température sur une règle qui elle-même va venir dire si la température est supérieure à 20, alors je veux agir sur une autre entité de mon élément, de mon ensemble d'éléments de home automation, et cet élément, ce sera peut-être un interrupteur que je veux faire basculer, ou c'est un mail que je veux envoyer, parce que j'ai aussi potentiellement configuré des règles de mail, etc. Donc, SmartHome, c'est assez intéressant, donc je vous invite à regarder le projet, ou bien regarder OpenHAB pour Open Automation Bus, qui est en fait le produit construit au-dessus de SmartHome. Et les deux projets sont open source. Voilà, je pense que j'arrive quasiment largement au temps qui m'était imparti. Je voulais juste parler de ce qui nous attend, notamment chez Eclipse, mais de manière générale. Cisco, notamment, commence à utiliser le terme de fog computing. Moi, je suis encore à appeler ça le cloud, mais dans tous les cas, ce qui me semble, c'est que les équipements qui constituent l'Internet of Things, c'est des éléments de l'Internet comme les autres, c'est-à-dire qu'ils amènent leur propre intelligence, leur propre capacité de calcul, et en fait ils font partie du cloud. Et ce qu'on commence à voir, c'est que Cisco notamment contribue à un projet qui s'appelle Crickit. Crickit, c'est très intéressant, quand on parle à Cisco, les gens qui construisent le réseau, ils commencent à dire attention, Internet of Things, c'est bien gentil, mais le réseau actuel ne permet pas de faire, ça ne va pas marcher. 50 millions de devices qui, de manière complètement erratique, envoient des températures, alors je ne parle même pas des aspects de sécurité, je parle d'aspects purement communication à outrance des devices. Ça va être difficile, et donc ce que Crickit a en tête, et la promesse de Crickit, c'est de dire de la même manière que les routeurs, notamment les routeurs Cisco, sont configurables, voilà, on leur embarquer des règles pour dire ça tu laisses passer, ça tu laisses pas passer, ça tu le NAT, tu le traduis différemment que ce que tu as eu à entrer. Crickit, c'est la même chose pour l'Internet of Things, c'est-à-dire c'est la possibilité de venir dire à un équipement type un Raspberry Pi qui est sur la bordure du réseau, Monsieur Raspberry Pi, tous les papiers MQTT que tu essaies de faire sortir, si leur payload a tel format, tu les gardes pour toi, parce que tu les consolides, mais l'idée de Crickit, c'est d'avoir des règles vraiment sur le edge du réseau, pour essayer d'optimiser un petit peu la bande passante. Et donc voilà, Crickit, c'est toujours pareil, c'est un projet Eclipse. Le code, la dernière nouvelle est malheureusement pas encore dispo, mais vous pouvez déjà commencer à avoir quelques billes en regardant le projet, la page du projet. Et l'autre aspect que je voulais évoquer, toujours pareil dans le contexte cloud, c'est Orion. Donc Orion, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder.
c'est une technologie Eclipse qui permet en fait de développer directement depuis les devices, c'est-à-dire qu'en fait, c'est implémenté pour l'instant en JavaScript, et il y a aussi une version en Java OSGI. C'est pas pour les devices les plus contraints, mais globalement, on le fait tourner sur à partir du Raspberry Pi, on va dire que ça tourne. Et l'idée, c'est de dire, voilà, je veux pouvoir ouvrir un navigateur, attaquer l'adresse IP de mon Raspberry Pi qui est déployé dans la nature, et j'ai toutes les fonctionnalités depuis mon navigateur pour éditer mon code, le débugger, avoir accès à l'autocompression, avoir la notion de workspace, la notion de mise en configuration avec Git. Et donc, clairement, ce qu'on voit, c'est que voilà, les technos comme Orion, on commence à pouvoir non seulement prototyper plus facilement des technos IoT, mais même en production, pourquoi pas avoir accès à des fonctionnalités de développement assez intéressantes, pouvoir ouvrir un shell sur son device qui est déployé dans la nature, depuis son browser, avec éventuellement peut-être un mot de passe pour protéger le truc si vraiment c'est en production. Mais voilà, moi je crois beaucoup à Orion pour l'IoT. Et je pense que j'arrive à la fin, non, pas tout à fait, j'ai un dernier point. Le protocole, il y a beaucoup notamment récemment, il y a des flame wars, on va dire, autour des protocoles. Voilà, une fuite bout, c'est mal, on a vu des trolls sur Internet, dire que ça ne résout pas tous les problèmes de l'IoT, c'est probable, tout comme Coop ne résout pas non plus, tout comme XMPP, il y a des use cases différents en fonction du fait qu'on fait du wireless, pas du wireless. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est que les implémentations qui sont utilisées par les sociétés X ou Y qui construisent des solutions IoT, qui proposent des solutions IoT à leurs clients, il faut que ces protocoles-là soient open source. Donc, nous, on essaie d'en fédérer un maximum chez Eclipse, et c'est évident que ce ne sera pas MQTT qui sera le seul protocole pour faire de l'IoT. Voilà, je pense que j'arrive vraiment à la fin cette fois-ci. IoT.org étant le portail central si vous voulez avoir plus d'infos. Et si vous voulez me contacter, je suis benjamin@eclipse.org, sur Twitter. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou à rester en contact, sachant que, avec beaucoup de bol, j'ai quelques minutes pour prendre vos questions s'il y en a. Et je crois qu'on est toujours à 1 0.